Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors on est en direct le 19 janvier, aujourd'hui en direct de la manif. Voilà, bah oui, un gros épisode manif, hein. Quand il y a des grosses manifs, faut faire des gros épisodes manif. Voilà, journalisme de terrain. C'est parti. Eh ben c'était une belle manif ce 19 janvier, on n'avait pas vu ça depuis un petit moment. Tout le monde a répondu présent, pas mal de CGT, un peu de Black Bloc, des pompiers, des soignants, des jeunes en masse et bien sûr des profs. Bon bah après c'est des profs, hein, donc comme d'hab. Mais pour Macron, prenez Macron. Ah ils peuvent pas s'en empêcher, hein. Faut toujours que ce soit le spectacle de fin d'année leur truc. Bon écoute, au moins il n'y a pas de costume de dinosaure cette fois. En tout cas la manif était un vrai succès, même le gouvernement a été obligé de le reconnaître. On vous cite Olivier Dussopt sur BFM TV. La mobilisation est importante, c'est indéniable. Ça ne sert à rien de nier les choses. On va pas se moquer d'Olivier Dussopt, il fait pas le taf plus mal que les autres, hein. De toute façon il fait ce que lui dit Macron, il défend sa réforme de merde, voilà, on va pas en rajouter. Regardez sa tête là, on dirait qu'il est au bord du malaise vagal, qu'il va pleurer, s'évanouir, enfin je sais pas, je pense pas qu'il va tenir longtemps celui-là. Heureusement que j'ai dit qu'on allait pas en rajouter. Oui non c'est vrai, y a pas besoin d'en rajouter. De toute façon les Français ont compris la situation, pour eux cette réforme c'est l'humiliation de trop. Il s'est produit un dégel des cœurs, une sortie de la torpeur. Moi qui craignais que la résignation l'emporte dans le pays. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe une sortie de l'hibernation, une sortie de la résignation, et c'est essentiel. Bon, on vous apprendra rien en disant que cette réforme est rejetée par une majorité de Français, mais ce qui est intéressant c'est que la mobilisation elle-même est soutenue par plus de 60% de la population selon les derniers chiffres de BVA, et ça c'est pas anodin. Pour une fois les Français ne pestent pas contre les grévistes, c'est plaisant, ça change. On va pas les pénaliser en râlant sur le fait qu'il y ait moins de transport. Au contraire, on va s'adapter et faire en sorte qu'ils puissent bénéficier des conditions que nous on réclame. Je pense que dans tous les cas, c'est légitime. Donc honnêtement, même si on est un peu embêté, c'est important de protester et manifester pour ses droits, quoi. En même temps, c'est pas une réforme compliquée, hein, c'est l'avantage de la réforme paramétrique. Vous, vos frères, vos sœurs, vos darons, vous allez travailler plus longtemps, voilà. Bah de toute façon, au début, ils faisaient semblant qu'il y aurait quelques avantages quand même pour certains, mais ils se sont fait décrypter dans tous les sens, alors maintenant, il y en a qui essayent même plus. Écoutez l'autre vendeur de bagnole, là, Franck Riester, c'est catastrophique. Écoutez-moi. Il essaie de nous dire que la réforme est pas si désavantageuse que ça pour les femmes, même si, quand même, bon, un petit peu... Évidemment, si vous reportez l'âge légal, elles sont évidemment un peu pénalisées par ce report de l'âge légal. On n'en disconvient absolument pas. Donc les femmes sont pénalisées par... Non mais elles sont un peu plus impactées du fait que... Voilà, lui il sort d'école de commerce, comme panier runaché. On a vraiment que des champions pour faire le boulot. Quand on est réduit à envoyer à la télé le concessionnaire Peugeot, la reine du pétrole et le maire Dannonnet avec ses yeux humides pour défendre ta réforme, eh ben ça se voit qu'au dernier remaniement t'as déjà dû faire les fonds de tiroir. On a toujours le même problème à l'égard avec le macronisme, et depuis 2017, et on l'a vu aussi, dans le fond, c'était la même signification avec la crise des Gilets jaunes, c'est le sentiment qu'il y a quand même un déphasage, un décalage entre des normes macroéconomiques qui peuvent se justifier en termes macroéconomiques, et par ailleurs, je dirais un ressenti du terrain, une réalité des pratiques sociales, notamment du travail, qui ne remonte pas au sommet. En plus de ça, on a un sommet qui se fout quand même sacrément de notre gueule, hein. Écoutez Macron au lendemain de sa victoire, là, en mai. Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Et je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige pour les années à venir. Bon bah ça va, il s'est pas senti obligé longtemps. 8 mois plus tard, il rejoue le bras de fer avec le pays. Cet extrait a été beaucoup partagé, mais on a aussi vu pas mal tourner l'intervention du discret président du Conseil d'orientation des retraites, qui est venu nous expliquer qu'en fait, il est pas en danger, notre système de retraite par répartition, qu'il faut sauver à tout prix. Les dépenses de retraite ne dérapent pas, elles sont relativement maîtrisées. Dans la plupart des hypothèses, elles diminuent plutôt à terme, et dans l'hypothèse retenue par les gouvernements, elles diminuent très très peu, mais un peu à terme. Donc les manifestants que vous voyez là, ils ont compris tout ça, ils sont pas neuneux.
Les mieux informés savent même que ces économies sur leur retraite, elles vont aussi servir à compenser les cadeaux fiscaux aux entreprises et aux grandes fortunes de ce pays. Vous savez, ceux auxquels il faut tous aider, parce que sinon ils vont partir, mais nous on peut pas partir, bah du coup qu'est-ce qu'on fait? On va dans la rue. Surtout que cette réforme, elle s'inscrit dans un contexte de recul constant des droits des travailleurs. La loi travail, la réforme de l'assurance chômage, et puis toutes les réformes des retraites précédentes. Un autre exemple, les infirmières en 2010, elles pouvaient prendre leur retraite à 55 ans. Là, au moment où je vous parle, elles vont partir à 64 ans, 9 ans de plus. Et vous pensez que c'est sérieux? 9 ans de plus dans la vie d'une infirmière? Oh, on parle pas que de chiffres, on parle de concret. Et des exemples comme ça, je peux vous en donner à l'appel. Ah, et puis nous aussi, on peut en donner des exemples. Sur Mediapart, ils ont fait un à l'air libre qui donnait la parole au monde du travail. Et il y a un paramètre que la Macronie n'a pas du tout pris en compte, c'est la pénibilité du travail, qui est de plus en plus importante. Oui, mais il y a les exosquelettes pour les couvreurs et les protège-genoux pour les carreleurs. Oui, bien sûr, puis les aides-soignantes et les auxiliaires de vie, elles ont des Gundam pour soulever les vieux, bien sûr. On ne pourra pas aller à 64 ans. Lever des personnes, faire des transferts, lever des charges lourdes, on ne peut pas. Déjà, on est un secteur, il faut le savoir, le plus accidentogène au-dessus du BTP, on est 3 fois supérieur. Une auxiliaire de vie à 50 ans elle a déjà subi soit une opération, soit des accidents de travail. On est usé. Parce que ces réformes successives, cette peur du chômage, ces bas salaires et cette précarisation généralisée, tout ça a eu un effet sur le travail concret des gens. Ruffin en parlait très bien mardi sur France Inter. D'après le ministère du Travail, en 1984, il y avait 12% des salariés qui subissaient 3 contraintes physiques. C'est-à-dire se baisser régulièrement, porter des charges lourdes, être dans des postures pénibles. On se dit, bon, après 40 ans de robotique, d'informatique, de numérique, avec la Startup Nation, tout ça doit s'être formidablement allégé. Eh bien, au contraire, on est passé de 12% à 34% des salariés qui subissent 3 contraintes physiques aujourd'hui. Et il en est de même pour les contraintes psychiques. En 1984, il y a 40 ans, c'était 6% des salariés qui avaient des contraintes psychiques fortes, c'est-à-dire devoir faire leur travail dans l'heure et ainsi de suite, et on est passé à 35%. Si on ne comprend pas ça, si on ne comprend pas l'intensification du travail, on ne comprend pas le désir profond qu'ont les gens d'en sortir. Il y a une trentaine d'années, on était cassés physiquement, parce qu'on portait énormément de pièces à la main. Maintenant, c'est quand même robotisé, on a quand même des assistances, c'est quand même soulagé, mais ce qu'il y a, c'est que quand tu rentrais, on faisait 20 voitures à l'heure. Maintenant, on en fait 60 à l'heure. Donc, forcément, c'est derrière. Il y a plus d'automatisation, mais plus de cadence aussi. Plus de cadence. Ce que nous explique Samuel Beauvois, ouvrier chez Renault, c'est que les chaînes de montage se sont peut-être modernisées, mais le travail est toujours plus stressant, plus fliqué aussi, puisque le numérique permet de tout mesurer, tout optimiser, sur les plateaux de télémarketing, dans les entrepôts, dans les usines. Si vous faites des micro-arrêts, il y a des mouchards partout à chaque poste. Et si vous faites, vous n'avez pas tenu la cadence pour faire votre véhicule, il y a quelques secondes d'arrêt. Ces quelques secondes sont multipliées. Et en fin de journée, on vous appelle dans le bureau et on vous dit, t'as fait 20 minutes d'arrêt. Et on vous fait remplir ce qu'ils appellent un S2N, c'est un formulaire. C'est une sanction c'est un incident, et c'est un moyen de pression. Donc, le nombre de travailleurs à qui on demande de faire une tâche dans l'heure, il est passé de 13% à 50%. Le nombre de travailleurs qui subissent des injonctions contradictoires en permanence pour aller dans un sens, il a augmenté de façon phénoménale. Vous savez, quand vous travaillez dans un entrepôt de livraison, par exemple, maintenant, vous n'êtes plus dicté par simplement par votre capacité à faire le travail. Vous êtes dicté par une machine que vous avez au bras. C'est ça qu'il faut faire évoluer. C'est ça qu'il faut regarder. Et donc, on ne peut pas faire une réforme des retraites qui touche principalement ces travailleurs-là, sans parler du travail. C'est important ce qu'on vient de voir là. Le monde du travail est bien plus dur qu'avant. Les salariés sont de moins en moins protégés et de plus en plus maltraités. Ça, c'est un élément de contexte quand même important. Mais si t'ajoutes à ça l'inflation et la stagnation des salaires, le travailleur français sur le palier, il devient fou. L'inflation, je dirais, pour revenir... Vous pensez que c'est un facteur mobilisant? Oui, c'est un facteur mobilisateur, parce que là, il y a une pression sur les salaires, très directement. Toute la politique économique menée consiste pour les entreprises, n'importe quelle entreprise, à accorder des hausses de salaire un peu plus fortes que les années précédentes, mais systématiquement moins fortes que l'inflation. C'est-à-dire, en fait, à éroder le pouvoir d'achat de tous les salariés pour garder la compétitivité des entreprises. C'est quand même ça l'idée. Et donc, tout salarié est dans une situation où il constate que son pouvoir d'achat diminue. Et excusez-moi de vous dire que la revendication salariale, si elle s'étend au privé en même temps que les problèmes de la retraite, c'est la convergence. Alors, ce qui marche
de mémoire là aussi, c'est quand il y a une mobilisation qui s'élargit à la base de la société et quand en haut, ça commence à se fracturer, à se diviser. Et je pense qu'en haut, c'est fragile. C'est l'opinion publique qui peut faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre, Nicolas Bétou? Oui, ça va être une sorte de confrontation entre les deux déterminations. Qui tient le mieux? C'est un bras de fer, avec l'opinion publique en espèce de juge-arbitre au milieu. Les syndicats sont unis, on verra jusqu'à quand. Pour l'instant, ils sont unis, en effet, on a vu les chiffres. La majorité n'est pas unie. Ouais, et donc c'est un test aussi pour la majorité d'Emmanuel Macron. Voilà, quoi. Elle est unie, mais il y a des petits effritements. Le MoDem qui joue sa carte, quelques députés de la majorité, c'est peu de choses. Mais qui laissent entendre qu'ils ne pourraient pas voter la réforme en l'état. Et donc tout ça donne des petits indices de faiblesse qui peuvent donner à l'opinion publique le sentiment que ça n'est pas joué. En effet, ça se fracture au sein du gouvernement, mais aussi au sein des Républicains. Les députés LR ne sont à l'heure actuelle que 15 sur 62 à être certains de voter pour la réforme, selon un décompte de France Inter. Bah oui, ils ont vu les manifs de ouf dans les petites villes dans lesquelles ils ont des maires. C'est ça aussi le résultat d'une grande mobilisation. Le but, c'est que le gouvernement plie parce qu'il perd des alliés, parce que le patronat en a marre de la grève et que c'est le patronat lui-même qui finit par demander au gouvernement de se plier aux exigences de l'opinion publique. Oui, d'ailleurs, comme le disait Pierre Bourdieu, l'opinion publique est un sport de combat. Et il disait aussi, à l'occasion d'un bilan collectif des grèves de 95, que le mouvement social pouvait être le lieu de réflexion privilégié d'une société qui essaie de se repenser elle-même. À sa façon, le mouvement social a déjà apporté des éléments de réponse. Cependant, nul ne peut prétendre que des réponses achevées aient été fournies à ces diverses questions. C'est par le débat, par la confrontation, et en donnant à tous voix au chapitre qu'elle s'élabore, et non par le verdict des pseudo-experts. Et ça, on le voit, on était censé parler de la retraite, et on finit par parler du travail et de sa dureté. Tout le mouvement social pose finalement la question du sens que ça peut avoir de travailler pour cette société qui est de plus en plus maltraitante. Cet infirmier l'exprimait très bien sur BFM TV devant un Olivier Dussopt, toujours aussi... Olivier Dussopt, quoi. La réforme de la retraite, c'est une continuité de ce qui a été fait depuis le début, qui vise à détruire à peu près tous les fondements qu'on a réussi à avoir avec la sécurité sociale. Vous parliez du Conseil de la Résistance, mais le but du jeu, à l'heure actuelle, c'est de détruire ce Conseil de la Résistance. Donc oui, il faut protéger ce système-là, et tant que le gouvernement rentrera dans une confrontation entre nous, le capital, et qui essaiera de privatiser à tout prix tout ce qu'il voit entre lui, c'est-à-dire la retraite, l'hôpital, l'école. L'école est dans un état lamentable. Mais moi, je veux dire, mais mes enfants, mais j'ai même pas envie d'avoir d'enfants quand je vois l'école que je vais lui laisser, l'hôpital que je vais lui laisser, le service de justice que je vais lui laisser. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on laisse à nos enfants à l'heure actuelle? On entend votre colère. On n'est même plus à la retraite, là. On en est à leur dire à la vie tout court. On leur laisse rien. Aujourd'hui en France, les problèmes psychiques, c'est déjà un tiers des arrêts de travail. Les gens sont épuisés, ils ont envie de passer à autre chose, d'avoir un peu de repos, de souffler, de repenser tout, et particulièrement le travail. Peut-être qu'on pourrait abandonner cette réforme et lancer un grand Grenelle du travail, ou je sais pas quoi, une convention citoyenne sur le travail avec des citoyens tirés au sort. Oui, il va falloir reconstruire en fait. Reconstruire le droit du travail, reconstruire notre modèle social, nos rapports de production, nos services publics, bouleverser le rapport capital-travail. Donc, grève, le 31, tout le monde, hein? Et n'hésitez pas à demander plus que le retrait de la réforme. Le gouvernement est dans les cordes, il faut en profiter. Il y a pas mal de gens qui ont râlé sur la date du 31, mais en fait c'est génial. Jusqu'au 31, on reste sur une superbe victoire. Et je peux vous assurer que si on continue comme ça, à la fin, c'est nous qu'on va gagner, comme dirait l'autre. De toute façon, on va pas tenir comme ça encore 20 ans. Merci d'avoir suivi cet épisode de Terrain. Oui, et on se retrouve lundi, dans 2 semaines. Pistolet. Bon alors, la grève générale, là, c'est bon, on y est là? Ouais, c'est la grève, là, c'est bon. Il y a des pétards. Ça pète, hein?